Cette vidéo contient des informations, des rapprochements, des hypothèses étayées que vous n'entendrez jamais sur les chaînes de télévision, que vous ne lirez jamais dans les magazines de la grande presse. Nous allons mettre en relief des choses précises, quantifiées, qui montrent comment les dimensions de certains tableaux sont codées et comment ce codage se retrouve dans le château de Chambord, dont Léonard de Vinci fut certainement un des architectes. Il existe une histoire cachée sous l'histoire académique. Les personnages de Léonard de Vinci et François Ier vont s'éclairer sous un jour révolutionnaire. Nous allons tirer un coin du voile. En route pour une suite de découvertes surprenantes. Les dimensions du tableau La Joconde ont été données avec précision dans le livre de Serge Bramly, Mona Lisa, paru aux éditions Assouline en 1995. Le musée du Louvre donne les dimensions suivantes: 76,96 cm sur 53,08. Ces longueurs permettent d'obtenir le module 13 de trois façons différentes, avec des spéculations très simples. L'inverse de la hauteur est 0,013. La somme hauteur plus largeur fait 130,04. La largeur divisée par pi fait 16,9, c'est-à-dire 1,3 fois 13. Il semble que Léonard a codé deux choses dans les dimensions de la Joconde: le nombre 13, où que l'on place la virgule, et sa connaissance de l'unité de mesure mètre, puisque c'est en mètres que les calculs sont faits. Le nombre 13 possède deux caractéristiques mathématiques à retenir. Il est un nombre premier, non divisible par un entier naturel qui le précède, et il appartient à la série de Fibonacci, basée sur le nombre d'or. Le module 13 nous dit encore que l'épaisseur de la planche de peuplier, le support du tableau, est en moyenne de 13,1 cm. La largeur du tableau Sainte-Anne est de 130 cm. Il est évident que ces résultats ne doivent rien au hasard, comme la suite le confirmera. Bien qu'il ait été officiellement établi juste après la Révolution française, le mètre semble avoir été connu et utilisé bien avant cette époque. Le chercheur Howard Crowhurst a découvert la coudée royale égyptienne à Versailles, dans le bassin d'Apollon et le Grand Canal. Cette coudée induit implicitement le mètre. On conserve d'ailleurs des compas de proportion, dont un de l'époque de la construction. Ce sont des outils de mesure faisant exactement le tiers d'un mètre, utilisés donc avant la Révolution. J'ai découvert que le mètre est codifié dans les principales dimensions du château de Chambord. Le mètre se retrouve aussi dans la façon dont les mégalithes de la préhistoire, les dolmens et les menhirs, sont répartis. Le mètre est rattaché aux dimensions de la Terre. Il est égal à la 10 millionième partie du quart d'un méridien terrestre. Il est le symbole d'un savoir scientifique de base, donc une clé de codage parfaite. Il a pu être transmis d'âge en âge depuis la submersion de l'Atlantide, haute civilisation méconnue de la préhistoire. Il a été codé un peu partout depuis des millénaires, comme le petit pousset déposait ses cailloux. À toutes les époques, des initiés ont témoigné discrètement être en possession d'un savoir anachronique par rapport à la civilisation dans laquelle ils vivaient. Léonard de Vinci est un maillon d'une longue chaîne. Voici un autre raccord numérique étonnant. On a déjà utilisé les deux dimensions de la Joconde et la largeur de Sainte-Anne. Qu'en est-il de la hauteur de Sainte-Anne ? On a hauteur Joconde plus hauteur Sainte-Anne égale 10 divisé par 0,013 fois pi. Encore le module 13, et aussi le nombre pi, qui est évidemment un symbole parfait des mathématiques et de la géométrie. Les anciens utilisaient secrètement les nombres pi et phi, le nombre d'or, et leurs composantes, qu'ils inséraient dans la mise en place de leur code.
À la fin de sa vie, Léonard habite en France. Il a dû participer à la création intellectuelle du grand projet architectural du règne de François Ier, Chambord. Il n'en verra malheureusement pas la construction. Autant Léonard avait fait de ses tableaux français des supports de codage, autant son jeune ami François va suivre son exemple et bâtir un extraordinaire château codé. Le centre du palais est un escalier fantasmagorique de 9 mètres de diamètre, à double révolution, c'est-à-dire à 2 vis imbriquées dans la même spirale. Cette idée vient probablement de Léonard, qui avait dessiné des escaliers à plusieurs rampes. Les salles du 2e étage comportent au plafond des salamandres et des lettres F, le chiffre du roi. Un seul F est à l'envers. Est-il un hommage à l'écriture inversée de Léonard? En tout cas, il est séparé du centre du grand escalier par 16,9 mètres à 6 cm près, mesure effectuée personnellement dans le château. Nous avons déjà croisé ce nombre 16,9, qui est 1,3 x 13. L'escalier central donne le module d'un découpage du donjon en 25 cases. Les emplacements des murs découpent en effet le donjon en 25 carreaux, de taille identique. La case centrale, celle du double escalier, est la 13e, encore 13. Le donjon carré évoque le carré de Polybe, la première technique de chiffrement par substitution. Elle date environ de 150 avant Jésus-Christ et fut inventée par l'historien grec Polybe. On distribue l'alphabet sur la grille, avec I et J dans la même case. Normal, ces 2 lettres étaient écrites de la même façon. Chaque lettre est définie par 2 nombres, celui de sa ligne et celui de sa colonne. Ramené au plan du château de Chambord, le caisson en F inversé que l'on a vu précédemment est sur cette case, celle de la lettre C, comme Chambord. Les coordonnées sont première ligne et 3e colonne, soit 13 comme par hasard. Passons au carré magique de 5, qui est lui aussi sous-entendu par le plan du donjon. On prend les 25 premiers nombres, que l'on répartit sur la grille, de façon à ce que les sommes de toutes les lignes, colonnes et diagonales fassent 65, ce nombre étant la constante magique. On note au passage que le nombre 13 est au milieu, et que les couples autour de ce nombre totalisent toujours 26, soit 2 x 13. Plus généralement, le nombre 13 est une clé qui ouvre les portes de Chambord et permet d'arriver jusqu'au trésor balisé par les châteaux du roi François. Nous en reparlerons, mais il existe des dépôts souterrains, mystérieux, sous le sol de France, qui doivent être rendus publics au début de la prochaine civilisation. Symboliquement, le nombre 13 est réputé porter malheur. Lors du dernier repas du Christ, les convives étaient au nombre de 13. Le 13e arcane du tarot est la mort. Ce nombre arrive après l'achèvement d'un cycle parfait, symbolisé par 12. 13, c'est après la fin de notre civilisation. Nous avons été surpris de voir dans les vidéos précédentes comment la notion de nez est importante dans les tableaux du maître, de par les alignements des organes olfactifs. Et donc, à Chambord, le centre du donjon est le double escalier qui porte la patte de Léonard de Vinci. Il est étrange de constater que la lettre correspondant à la case de l'escalier est le N. Rien ne nous interdit de prononcer cette lettre à la façon de B, C ou D.
On obtient alors « né ». Les lettres du mot « né » sont réparties en symétrie sur le donjon. Nous avions compris que, pour Léonard, il s'agissait d'indiquer les nés, les nefs et les navires. Les lettres du mot « nave », signifiant navire, avec un pluriel en Z, sont encore en symétrie, comme un sceau posé sur la grille. Et tout simplement, navire, encore au pluriel, est possible aussi. Les navires en question, codifiés, sont d'origine extérieure, extraterrestre. Un choc nous attend. Les lettres de « extraterrestre » sont disposées harmonieusement sur la grille. La symétrie dessinée par les caractères est gage de messages secrets, de mise en place voulue, de préméditation. En d'autres termes, pour tous ces mots suggérés, les coïncidences sont trop fortes pour être dues au seul hasard. Encore un indice, l'évêque Agobard rapporta au Xe siècle une croyance selon laquelle il existait un pays mystérieux, la Magonie ou Magonia, qui possédait des bateaux volants. Agobard relate la capture par la foule de 4 personnes tombées de ces vaisseaux. Les mots Magonie ou Magonia s'affichent en symétrie sur le carré de Chambord. Là, je m'arrête un peu pour constater la qualité du matériel énoncé dans cette vidéo. Il me semble qu'on est aux prises avec un codage fabuleux, convaincant, hyper développé, précis, persistant dans le temps, cohérent. Les initiés qui déposent des pièces de puzzle savent exactement où ils vont. Il existait probablement un code 13 avant Léonard. Concernant la grande pyramide d'Égypte, l'inverse de la valeur de son angle sommital est proche de 0,013. Le château de Chambord était attendu tôt ou tard, là où il est exactement, avec sa grille sous-jacente de 25 cases, pour compléter un système de chiffrage préparé depuis longtemps. Le jeune François a été passionné à la fois par la splendeur de l'architecture, qui laisserait son nom dans l'histoire, et passionné aussi par le grand code universel. Il a été l'homme de la situation, qui a fait avancer le message en cours. L'adéquation entre certains mots importants et le grand carré de 5 sur 5 laisse supposer que ces termes ont été inventés exprès ou ajustés pour qu'ils coïncident avec le code. Le château de Chambord est doté d'une terrasse, avec sa tour-lanterne centrale au-dessus du grand escalier. Avec un peu d'imagination, nous voyons une fusée posée sur son support. Une fusée est une nave, un navire, volant. Est-il bien certain que les fusées n'ont pas existé avant le XXe siècle? Ces dessins datent de l'époque de la construction du château de Chambord. L'aventurier et écrivain Robert Charroux nous explique qu'une fusée spatiale à 3 étages, à carburant solide, du type même des fusées lancées du cap Kennedy, fut techniquement inventée en 1529. Elle s'envola dans l'espace en 1555, de la ville de Sibiu, en Roumanie. Des milliers de témoins assistèrent à l'expérience, qui fut couronnée de succès. Conrad Haas, dans un manuscrit d'époque, rapporte l'invention de ces fusées. Il mentionne des détails qui paraissent extraordinairement en avance sur son temps. Fusée à 2 ou 3 étages d'ignition, batterie de fusée, ailette de guidage en forme de delta et maisonnette volante au sommet. Juste en dessous de la tour lanterne, les 2 vis de l'escalier font penser à la double hélice de la molécule d'ADN.
l'ADN est présent dans le noyau de toutes nos cellules. Il sert de support à l'information génétique et à l'hérédité. Les fusées concrétiseront, 4 siècles et demi après la mort de l'artiste ingénieur, son rêve de construire une machine volante. Et les 2 brins de la molécule d'ADN sont un excellent symbole de la connaissance du vivant. Léonard de Vinci est connu pour avoir eu des idées scientifiques et techniques géniales, en avance sur son temps. Est-il si surprenant de découvrir à Chambord 2 symboles scientifiques forts en avance sur le XVIe siècle ? Il semble que Léonard de Vinci, François Ier et bien d'autres furent des privilégiés qui avaient accès à un savoir anachronique, que ce soit par des archives venant de l'Atlantide ou par des contacts avec des extraterrestres.